donc pour finir ce chapitre d'histoire sur les rois capétiens et valois. Après, nous repasserons à la géographie et on attaquera le chapitre sur la ressource en eau sur la planète Terre. Voilà. Donc, on était donc arrivé à la question 9. Comment Louis XI gouverne-t-il son royaume et quel est son pouvoir? On va relire les documents et on continue. Donc aujourd'hui, on finira, j'ai dit avant ce chapitre-là. Donc, Louis XI, pourquoi je dis Louis IX, pardon, c'est moi qui ne sais plus compter. Louis XI. Donc Louis XI a régné de 1423 à 1483. Pendant tout son règne, Louis XI lutte contre les grands seigneurs du royaume unis contre lui. Il gouverne avec autorité, soutenu par le peuple, il rend permanent les impôts royaux pour payer les gens de guerre. Document 8. L'entrée du roi dans la ville de Brive-la-Gaillarde le 27 juin 1463. Les rois de France des XIVe et XVe siècles voyagent à travers leur royaume à la rencontre de leur peuple. L'entrée royale dans les villes est une cérémonie. Cela s'appelle la fête roi. Un consul, au nom de toute la ville, prononça ces paroles. Sire, nous sommes ici vos très humbles sujets, consuls et habitants de votre pauvre ville de Brive-la-Gaillarde, qui nous venons présenter à votre royale majesté et nous vous apportons les clés des portes de votre ville. Les consuls revinrent devant lui et lui firent présenter de la part de la ville 2 douzaines de chapons, 6 douzaines de poulets, 2 douzaines d'oies et 10 mesures de vin. Document 9, donc document de 1968 du CNRS. Voilà, qui nous raconte les entrées royales françaises de 1328 à 1515 d'après Bernard Guéné et Françoise Lehoux. Louis XI crée l'ordre de Saint-Michel en 1469. Cet ordre réunit 36 grands seigneurs du royaume qui s'engagent à une fidélité absolue envers le roi. Miniature attribuée à Jean Fouquet, 1470 Paris. Document 10, l'administration royale sous Louis XI. Donc ici, vous avez donc un schéma qui vous explique comment cela se passe. La cour du roi, du coup, qui gouverne avec le roi est composée du Conseil du roi, du Parlement et de la Chambre des comptes. Elle se trouve à Paris. Dans les provinces, le roi se fait représenter par des baillis et des sénéchaux. Rappelez-vous, on en a parlé au cours précédent. D'accord? Et donc c'est tout cela qui va encadrer la société. Voilà, donc comment Louis XI gouverne-t-il son royaume et quel est son pouvoir d'après ces documents? Alors, on réfléchit un petit peu. En effet, déjà, premier pouvoir dont on parle là-dedans, on parle des impôts, bien entendu, et que c'est bien lui qui gouverne. Ensuite, ici, on vous montre toute l'administration royale. Il ne gouverne pas tout seul, d'accord? Il a une cour qui le représente partout dans le royaume. Voilà. Donc Louis XI gouverne bien avec autorité. Il est soutenu par le peuple. Il a le pouvoir financier et rend permanent les impôts royaux pour payer son armée. Question 10. Quel rapport le roi entretient-il avec les grands seigneurs du royaume d'après ces mêmes documents? On voit ici, voilà, qu'il va créer de nouveaux liens avec les grands seigneurs du royaume. Tout d'abord, vous voyez ici, les seigneurs du royaume s'engagent à une fidélité absolue envers le roi. Mais attention, il n'a pas 100% confiance en eux, je vous rappelle, on l'avait déjà dit la dernière fois, puisqu'il les fait quand même surveiller par les baillis et les sénéchaux. Donc, le roi se crée bien un réseau de fidélité qui n'est plus directement lié aux liens féodaux. Il crée de nouvelles fonctions et donne plus de pouvoir aux seigneurs tout en les surveillant. Question 11. De qui a-t-il le soutien? Regardez bien. Exactement ce qu'on voit dans le document 8. Il va avoir le soutien du peuple et des représentants des villes libres, les consuls. Rappelez-vous, on avait donc déjà étudié dans un chapitre précédent comment avaient évolué les villes et comment elles s'autogéraient. Donc avoir le soutien des villes libres, ça apporte encore plus de pouvoir au roi, bien entendu. C'est-à-dire qu'au travers de cela, il a le soutien du peuple. Trace écrite donc au IXe siècle, des invasions extérieures bouleversent les fondements du système politique. Il faut donc tout remanier, tout rechanger. Le roi n'est pas capable de défendre le royaume contre les attaques des Normands, des Sarrasins et des Hongrois. Pour défendre son royaume, il confie donc des terres à de grands seigneurs comme les ducs et les comtes, afin qu'ils en assurent eux-mêmes la défense. En effet, il ne peut pas être partout. En échange, le roi reçoit un serment d'obéissance de la part des grands seigneurs lors de la cérémonie de l'hommage. Assez rapidement, les grands seigneurs n'obéissent plus au roi qui a peu de moyens pour se faire respecter. Les terres sont transmises héréditairement
alors qu'avant ce n'était pas le cas, et sont considérés par les grands seigneurs comme leur propriété, alors que normalement ce n'était que des prêts du roi. Les seigneurs affichent leur pouvoir par la construction de châteaux forts et s'entourent de chevaliers. Les grands seigneurs, pour se protéger, distribuent eux aussi des terres, appelées fiefs, à des seigneurs moins puissants, leurs vassaux. Ce système de fidélité autour des terres, les fiefs, s'appelle bien la féodalité. Voilà, je vous ai mis également ce petit document supplémentaire qui vous rappelle tous les rois capétiens et les rois capétiens valois, donc toute la partie, toute la généalogie dans laquelle on vient de travailler. Grand 3, contextualisation. L'héritage des rois capétiens du Moyen Âge. Ici, on va donc se demander qu'est-ce qu'il reste des rois capétiens et valois dans la France d'aujourd'hui. On va comme toujours travailler avec votre livre et ici avec la page 118-119. Alors, première chose, question 1. Quelles traces des rois capétiens et valois des 11e au 15e siècle sont encore visibles en France aujourd'hui et que sont-elles devenues? Regardez bien ces 3 documents. Document 1. Paris au XVe siècle, capitale de la France depuis Philippe Auguste. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je pense que la réponse est claire. Vous voyez ici le palais royal, le jardin du roi, la Sainte-Chapelle, les tribunaux du Parlement, la grande salle accueillant les séances royales les plus importantes. Est-ce que ces monuments existent toujours aujourd'hui? Si vous n'êtes pas sûr, allez faire une petite recherche. Document 2, le château de Vincennes en 2015. Voilà, ça répond un petit peu à la question. Construit au XIVe siècle par le roi valois Charles V, qui a régné de 1364 à 1380, il est le siège du gouvernement du royaume et le lieu de résidence de la cour du roi. Rendez-vous sur le site internet du château de Vincennes pour en faire une visite virtuelle et découvrir quelle est aujourd'hui la fonction du château. Du coup, je pense que la réponse est claire maintenant. Les rois capétiens et valois nous ont laissé de nombreuses traces de notre patrimoine au travers de l'art et de l'architecture, mais aussi d'ordre institutionnel. Encore aujourd'hui, nous avons des lois qui datent de cette époque-là. Bien entendu, qui ont été complétées. Question 2. À votre avis, pourquoi est-il important de conserver ces traces du passé? Donc cette question-là, on la repose à chaque fois pour voir si vous comprenez un petit peu toujours le lien avec l'histoire, à quoi sert l'histoire en fin de compte. Donc encore une fois, ces traces nous montrent comment les hommes ont construit la société où nous vivons aujourd'hui. Comment est-ce qu'on est arrivé là aujourd'hui et pourquoi c'est important de le défendre. Question 3. Quel point commun y a-t-il entre l'État créé par les Capétiens et les Valois et l'État républicain de la France d'aujourd'hui? Regardez bien. L'État royal, qui est-ce qui gouvernait? Le roi et ses conseillers. La justice royale était rendue par le roi. La monnaie du roi permettait en effet d'équilibrer tous les impôts également, et l'armée royale. Alors si on reprend, qui est-ce qui gouverne aujourd'hui? C'est le président avec le conseil des ministres. Donc on peut faire une comparaison très très rapide, donc roi, conseiller, président, conseil des ministres. Au niveau de la justice, nous avons aujourd'hui une justice qui est le monopole de l'État et qui n'est plus liée au roi, heureusement. La monnaie royale, en quelque sorte, on fait toujours circuler une monnaie commune. La monnaie royale, quel était son but? C'est avoir une monnaie commune pour faciliter les transactions, le commerce. Aujourd'hui, c'est pareil avec l'euro. Et encore plus avec l'euro, puisque nous avons une monnaie commune entre plusieurs pays pour faciliter justement les échanges et le commerce. L'armée royale, on l'a déjà vu. En effet, aujourd'hui, nous avons toujours une armée qui n'est plus royale, bien entendu, puisqu'il n'y a plus de roi, mais qui est toujours là pour assurer la sécurité de l'État et des populations. Donc vous voyez quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Les points communs sont donc nombreux. La justice est toujours le monopole de l'État, le Conseil des ministres gouverne, nous avons une monnaie commune à tout l'État et l'armée assure notre sécurité. Question 4. À votre avis, pourquoi est-il nécessaire de vivre dans un État? Que serait la vie dans un pays sans État? On réfléchit un petit peu. En gros, que serait la vie dans un pays où il n'y a pas de justice, de gouvernement, d'armée et de monnaie? Voilà, l'État est le moyen de mettre en place un ordre social, un ordre au niveau de la société, de nous protéger et d'aider les plus démunis. Donc c'est pour ça que l'État, c'est important, mais aujourd'hui l'État, c'est nous. Et c'est pour ça que nous avons tous un rôle à jouer là-dedans. Définition à connaître dans votre livre, page 120. Domaine royal, ensemble des terres dont le roi est le seigneur et dont il tire des revenus. États généraux, assemblée des représentants de l'Église, des seigneurs et des bourgeois réunis par le roi pour faire accepter sa politique. Légiste, spécialiste du droit et de la loi, c'est du mot légare, donc la loi. Faire la loi, transmettre la loi et faire appliquer la loi. Ordonnance, décision du roi pour tout le royaume qui a valeur de loi. Conclusion. Je retiens autrement comme toujours document de votre livre. Donc le roi féodal du XIe au XIIe siècle, le souverain au XIIIe siècle et l'état monarchique du XIVe au XVe siècle. De par là, vous voyez bien vraiment l'évolution au niveau du gouvernement.
les premiers Capétiens, les Valois capétiens. Donc le roi féodal du XIe au XIIe siècle, c'est bien les premiers Capétiens qui dominent. Ce sont des rois faibles, ils ont des petits domaines royaux, de puissants seigneurs qui se partagent les terres du royaume et en sont les maîtres. Mais ce sont bien des rois sacrés par l'Église. Ils imposent leur dynastie, ils confisquent les terres des vassaux insoumis du domaine royal. Pensez à la guerre de Cent Ans, par exemple, avec le roi d'Angleterre. Au XIIIe siècle, premier tournant, les Capétiens, avec à leur tête, enfin l'image, en tout cas la personne dont on parle le plus, Philippe Auguste, qui agrandit le domaine royal en confisquant des terres de son vassal le plus puissant, le roi d'Angleterre. Louis IX ou Saint Louis également, il renforce son autorité sur le royaume et les seigneurs, il met en place la justice du roi, les lois royales et la monnaie royale. Et enfin, Philippe IV le Bel, il consolide l'administration et l'unité du royaume sous son autorité. Il va avoir recours aux légistes, donc à la loi, ceux qui font la loi, et il va créer les états généraux. Rappelez-vous, c'est-à-dire qu'il demande au niveau du gouvernement, partout, sur quoi est-ce qu'il faudra encore travailler. Ensuite, du XIVe au XVe siècle, l'État monarchique, donc les Valois capétiens. Les deux grandes figures qu'il faut retenir, c'est Charles VII et Louis XI, décidément aujourd'hui. Donc, Charles VII, il reconquiert son royaume ravagé par la guerre de Cent Ans. Il se fait sacré roi avec l'aide de Jeanne d'Arc. Il crée une armée royale permanente et chasse les Anglais de France. Louis XI, il met en place l'État monarchique. Avec la soumission des seigneurs, le domaine royal est le plus vaste territoire du royaume, où il applique directement sa loi, bien entendu, l'organisation de l'État, l'administration sous son autorité souveraine, impôts royaux permanents. Voilà, donc maintenant vous devez être capable de définir les termes dynastie, monarchie, états généraux. Vous devez savoir situer sur une frise la dynastie des Capétiens, la dynastie des Valois. Sur une carte, le domaine royal du Capet dans le royaume de France, le domaine royal de Louis XI dans le royaume de France. Et surtout expliquer comment est-ce qu'ils ont évolué. Vous devez savoir expliquer comment du XIe au XIIe siècle les rois capétiens ont consolidé leur pouvoir face aux seigneurs, comment au XIVe et XVe siècle les rois valois ont fait du royaume de France un état monarchique. Voilà. Vous pouvez bien entendu continuer à faire des schémas chorématiques, ou même compléter le schéma chorématique que vous avez déjà fait sur les deux précédents chapitres, puisque cela va ensemble. D'accord ? Nous avons bien, en effet, l'affirmation de l'état monarchique sous les Capétiens et les Valois, avec d'un côté une dynastie capétienne qui s'affirme face à des seigneurs puissants et peu obéissants grâce à Hugues Capet par la participation de l'héritier au pouvoir directement. Une monarchie qui s'affirme par la fixation de la cérémonie du sacre, par l'agrandissement du domaine royal en s'appuyant sur une administration efficace. Une monarchie sauvée par l'intervention de Jeanne d'Arc, par l'affirmation du sacre, donc c'est-à-dire que la religion la reconnaît, par une modernisation militaire et administrative qui devient donc beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus préparée. Une monarchie menacée par la guerre de Cent Ans, des règles de succession encore mal assurées, une menace anglaise très forte et des seigneurs français qui trahissent. Vous pouvez aller réviser grâce à ce site-là comme toujours. Et voilà. L'auto-évaluation, vous vérifiez bien que tout soit clair, c'est des questions, vous les préparez pour le rendez-vous CNED et j'y répondrai à ce moment-là. Voilà, portez-vous bien, on va s'arrêter là aujourd'hui.